Bonjour les amis, aujourd'hui 6e épisode de Your Business Time TV où nous avons avec Ourey le plaisir, le bonheur, la joie d'accueillir Alison Tartari qui est CEO de TGM. Thank God It's Monday. Bonjour Alison, bonjour Ourey, comment ça va? Bonjour les filles, très bien et vous? Super, super, super. Hello! Bonjour Alison, bonjour Nathalie, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue également à toutes les personnes qui nous regardent en live. Si vous êtes avec nous, mettez-nous hashtag live dans les commentaires. Et si vous regardez le replay, mettez-nous hashtag replay dans les commentaires aussi. Ravi de vous retrouver en tout cas pour cette 6e saison, on va dire, épisode en tout cas de Your Business Time TV. Et aujourd'hui, voilà, on reçoit Alison. On a hâte en tout cas d'en savoir plus sur qui elle est, ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle propose, c'est quoi TGIM, Thanks God It's Monday. Absolument, oui, parce qu'on a affaire aussi à quelqu'un qui est très anglophone. Ourey, toi, t'aimes bien le côté bilingue. Souvent, tu donnes des expressions en anglais. C'est vrai. Ok, bienvenue Alison. Les amis, si vous pouviez nous dire si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, est-ce que le son est ok? Alors, vous connaissez le principe de l'émission. Chaque mois, c'est la même chose. Vous pouvez poser vos questions. On fait la connaissance d'un invité qui va nous parler business, qui nous parle de son modèle. Et l'idée, c'est de enrichir l'écosystème, vous apprendre des choses et permettre à tout le monde, toutes les personnes qui suivent l'émission, de monter leur niveau et leur connaissance dans le domaine du business, de la vente et tout ce qui peut vous servir. Donc, bienvenue les amis. Alison Tartari, qui est une jeune femme qui a déjà pourtant fait beaucoup de choses, qui a créé une entreprise, puis revendu une entreprise dans le secteur de l'immobilier. Ah, on a Nawal qui nous dit son et image nickel. Bon, on est ravis. Merci Nawal pour ton feedback. On est rassuré sur le fait que vous nous voyez, vous nous entendez correctement. Alison, donc, qui a créé, revendu une entreprise dans le secteur de l'immobilier pour elle, puis qui a créé récemment TGIM, Thank God It's Monday. Alors, c'est pas un secret, moi, c'est un groupe pour lequel je travaille aussi, donc je suis un peu partie prenante dans l'histoire. Toutefois, ça pourrait être intéressant, Alison, que tu nous racontes un petit peu qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à créer TGIM. Quelle est ton histoire? Alors, je m'appelle Alison Tartari, comme tu m'as bien présenté juste avant. Je vis dans le sud de la France et je suis entrepreneur depuis 2-3 ans, un peu plus de 2 ans. Je compte avec la naissance de mon fils parce que tout a démarré à ce moment-là. Comme quoi être maman et je crois que Ourey, ça te parle aussi, mais être maman et entrepreneur, c'est un challenge, mais ça nous donne un moteur qu'on n'avait pas avant. Et donc, comme tu l'as très bien dit, j'ai monté une boîte d'immobilier. Puisque quand j'ai voulu entreprendre, je me suis dit que c'était la seule compétence que j'avais vraiment, où j'étais experte dedans. Donc, je me suis dit, il n'y a pas assez de femmes. Je suis trop confrontée à des hommes qui, en fait, en tant que femme, c'est assez compliqué quand tu es sur des chantiers, quand tu investis dans l'immobilier, il y a beaucoup d'hommes. Et je voulais aider, créer un écosystème qui allait accompagner des femmes à investir sereinement, parce qu'on sait que la prise de risque, des fois pour certaines femmes, c'est un peu compliqué. Donc j'ai créé un écosystème complet. On a fini, on était 9, architectes d'intérieur, fiscalistes, développement perso aussi, parce que beaucoup de croyances limitantes, prendre crédit, etc. Forcément, quand on n'a pas l'habitude, ça fait peur. Donc c'est une entreprise que j'ai gérée et de zéro et ensuite vendue 1 an plus tard, donc en septembre de l'année dernière. Et qu'est-ce qui m'a amené à co-créer TGIM? En fait, c'est pas une idée qui vient de moi. C'est une rencontre humaine qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. C'était à Dubaï, puisque j'ai commencé à investir aussi dans l'immobilier à Dubaï. En octobre de l'année dernière, j'ai rencontré Oussama dans un mastermind d'entrepreneurs. Donc, je savais qu'il était là, mais pas forcément comme projet d'échanger particulièrement avec lui. Mais c'est vrai qu'on a eu un gros fit humain. On a vraiment beaucoup accroché. Je connaissais, mais sans trop connaître. J'avais eu des vidéos de lui et autres, mais bon, voilà, je savais que c'était un businessman, mais sans plus. Et en fait, on s'est retrouvés à côté dans le repas du soir du mastermind. Et en fait, on n'a pas vu le temps passer. On n'a fait que parler ensemble. Il y a vraiment eu un coup de cœur réciproque. Et moi, les aventures business, c'est avant tout des aventures humaines. Et je me suis dit, j'ai trop envie de faire un business avec lui. Lui m'a raconté une histoire qui était hyper surprenante parce que moi, la reprise d'entreprise, à la base, je ne connais rien du tout. J'ai créé de zéro. Alors, je connais un petit peu ce chemin-là et bien que toute entreprise a des parcours différents.
Mais il m'a raconté que pendant ces Better Call Who's, donc c'est des consulting business qui donnent de 30 minutes, il y a quelqu'un, donc un cédant, quelqu'un qui voulait vendre une boîte. Ça faisait 8 ans qu'il n'arrivait pas à vendre sa boîte. Et il prend un appel avec Oussama pour essayer de comprendre pourquoi il n'y arrivait pas. Il était sur un marché monopolistique, donc clairement avec une boîte qui marchait bien, qui faisait plus de 2 millions de chiffre d'affaires et plus de 800 000 euros d'EBITDA. Et en fait, il était tellement désespéré qu'il a fini par donner la boîte à Oussama. Oussama l'a donnée à un ami. Donc, quand on voit le nombre de gens qui galèrent à créer des boîtes de zéro, quand on voit le taux de suicide des startups, on se dit, il y a tellement de boîtes à racheter aujourd'hui sur le marché. Donc, c'est parti de là. Il m'a dit, écoute, tu me fais penser à Cody Sanchez. Je me suis dit, qui est Cody Sanchez? Je suis allée voir. J'ai vu qu'elle avait une thèse aussi de reprise d'entreprise sur les volets de business. Et donc, c'est parti de là, en fait. On a commencé tous les deux au mois de janvier avec 2 posts LinkedIn. On a dit, viens, on se lance. Et aujourd'hui, on est plus d'1 dizaine, 6 mois plus tard, avec des belles perspectives. Donc, voilà ce qui nous a amenés ici. Waouh! On salue Rodolphe, on salue Mathis. Ourey, est-ce que tu connaissais un petit peu TGIM, Alison Tartari ou pas du tout avant cette rencontre? Justement, en fait, j'en ai entendu parler avec toi, parce que tu m'avais parlé effectivement du fait que tu avais également, tu bossais avec eux, et c'est comme ça effectivement que j'ai découvert du coup Alison pour le coup. Je pense que ça m'a plus à présenter, mais en tout cas, j'ai découvert effectivement le concept de TJM. D'ailleurs, il y avait en fait une masterclass à laquelle je voulais participer, mais ça tombait au même moment d'un autre événement que moi je devais animer. J'avais écrit notamment à Alison en disant hey, j'ai vu que tu avais fait une masterclass, j'étais intéressée par le sujet, j'ai pas pu y participer, est-ce que tu avais un replay? Et du coup, elle m'a partagé effectivement le replay. Et quand tu as proposé du coup de l'inviter, je me suis dit, tu vois, c'est super. C'est également une réflexion que je suis en train d'avoir justement. Je me dis, ok, c'est bien de développer sa propre boîte, mais il y a d'autres opportunités également, tu vois, à saisir. Et j'en ai parlé avec un de mes mentors, il m'a dit, mais écoute, voilà, en toute humilité par rapport à tes compétences, notamment sur le côté de ces développements commercial, je pense qu'il y a vraiment moyen, tu vois, d'apporter ta pierre à l'édifice dans des sociétés qui ont besoin notamment, tu vois, d'avoir un repreneur pour pouvoir notamment booster tout ça. Donc, je me suis dit, ok, je vais m'intéresser au sujet. Donc, on va dire ce live tombe à pic. Ah, génial. Je ne savais pas que tu avais un intérêt préexistant pour la reprise d'entreprise. Donc, ça va être l'occasion aussi pour toi de poser tes questions à Alison. On reçoit également Mathieu qui est avec nous. Alors, les amis, sachez que si vous avez une question claire à poser, je peux aussi vous donner le lien et vous faire passer en vidéo si vous avez une question à poser à Alison. Alors, profitez-en. Ou Ourey ou moi, mais bon, aujourd'hui on est là pour la reprise d'entreprise, donc on va quand même mettre le focus sur le sujet de la reprise d'entreprise. Voilà. Donc, coucou les amis. Donc on a compris que c'est une histoire humaine, une histoire de rencontre, un peu comme avec moi et Ourey, sauf qu'aujourd'hui, TGIM, c'est en train de devenir beaucoup, beaucoup plus que ça. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de la proposition TGIM et de ses évolutions peut-être ces dernières semaines? Ouais, comme je le disais juste avant, en fait, on a démarré à 2 au mois de janvier, Oussama a mis un post LinkedIn en disant tout simplement bonjour, on veut se lancer dans la reprise d'entreprise, on n'y connaît rien. De toute façon, c'est dans la quantité qu'on va faire de la qualité, il faut parler à tout le monde. Et donc, il a mis un post LinkedIn et ça, c'est un des premiers enseignements que je tire d'ailleurs de travailler avec quelqu'un comme Oussama. J'ai vraiment changé plein de choses dans ma manière de faire et de construire. Et j'ai enchaîné 150, 200 calls en plus d'1 mois. Donc, ça a été très riche en enseignements. J'ai parlé à des repreneurs, j'ai parlé à des banquiers d'affaires, des auditeurs, des avocats. Et beaucoup de gens de la reprise pour essayer de comprendre en fait déjà les problématiques du marché et ensuite comprendre comment nous on allait pouvoir créer quelque chose qui répond réellement aux problématiques du marché. Parce qu'aujourd'hui, quand on sait qu'il y a plus de 700 000 entreprises qui vont changer de main dans les 10 prochaines années, qu'il y en a plus de 60 000 par an qui ferment faute de repreneurs alors qu'elles sont en très bonne santé financière, il y a une grosse hype autour des startups, etc. Alors qu'il y a plein de business qui tentent d'être repris. Donc, nous, tout simplement, on a construit au départ en disant, déjà, on va créer un accompagnement, un écosystème où, à l'intérieur, on va pouvoir former des repreneurs à racheter une entreprise. En fait, on a fait un bilan de marché. On s'est rendu compte que les deals qui étaient visés par la plupart des repreneurs individuels, c'était des deals entre 500 000 et 1 et 2 millions. Pourquoi? Parce qu'il faut 20 à 30% d'apport pour acheter une boîte. Donc 20 à 30% d'apport, forcément, on est vite bloqué par ses fonds propres. On n'a pas forcément envie de mettre sa caution personnelle, une maison, un appart ou que sais-je, et mettre tout son compte bancaire dedans. Donc on vise des petits deals. Le problème des petits deals, c'est dans 95% des cas, ils sont cédants dépendants.
C'est-à-dire que quand le cédant va partir, la banque se dit la valeur part parce que le gars, c'est lui qui a tous les clients, c'est lui, c'est la tête d'affiche, etc. Puisque c'est des boîtes qui sont assez petites malgré le chiffre d'affaires. Donc, c'est des boîtes en fait qui sont à haut risque de financement et c'est très difficile d'utiliser le levier bancaire pour accéder à ce genre de deal. Alors nous, on est parti d'une thèse d'investissement qui est autre. On est allé sur un segment de marché beaucoup plus haut et on a visé des boîtes qui sont entre 2 et 3 millions de valorisation à 20-30 millions de valo. Alors comme ça, on se dit, waouh, c'est énorme, c'est des énormes boîtes, etc. Mais nous, notre thèse, c'est de faire les 20-30% d'apport dans la dette privée. Le shadow banking, on appelle ça. C'est le fait d'aller constituer l'apport autrement que par son apport personnel ou par les banques, puisque sans apport ne veut pas dire sans argent, mais on utilise l'argent de la dette privée, des fonds d'investissement, des business angels, la love money, ça peut être des gens qui prêtent autour de nous, etc. Et donc, ça nous permet d'aller sur des valorisations qui sont beaucoup plus grosses. Et c'est beaucoup plus facile, c'est contre-intuitif, mais d'aller financer des deals à plusieurs millions d'euros que de financer des petits deals à 500 000, 1, 2 millions. Donc, nous, on est parti sur cette thèse-là. Donc, évidemment, il faut structurer autour de tout ça. On a créé un écosystème. Alors, c'est pareil. Nous, le plus important, on a mis beaucoup d'IA à l'intérieur parce qu'aujourd'hui, la reprise d'entreprise, c'est dans les MBA, dans les écoles de commerce, dans l'infoprenariat, c'est des vidéos en ligne. Ça, j'en parle pas parce que je trouve ça ridicule de reprendre une boîte en regardant des vidéos. Par contre, quand on va dans les écoles de commerce, c'est analyse financière, analyse financière, analyse financière. Alors oui, c'est bien, mais de savoir lire un bilan, c'est pas ça qui va vous rendre bon repreneur. Donc nous, on a 2 piliers dans l'écosystème, c'est le storytelling et la négociation. Pourquoi ? Parce que ce qui va permettre à un investisseur de prêter à X et pas Y, c'est la consistance et la singularité d'une personne qui sait pitcher un deck d'investisseurs. Si aujourd'hui, on n'est pas capable d'emballer quelqu'un dans une vision, d'avoir un fort leadership, on va avoir du mal à aller lever des fonds. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est travailler sur la singularité des personnes. Quelle est la compétence clé qu'on va pouvoir mettre en avant et surtout de rendre la personne la plus consistante possible en face d'investisseurs. Et ça, analyser des bilans, des comptes de résultats. Aujourd'hui, une IA très bien faite, et c'est ce qu'on a fait en interne puisqu'un de mes associés est CTO. Donc, lui, il est dans la tech, il fait que nos outils. Ça nous a permis du coup de mettre de l'IA au service des tâches qui sont chronophages et qui ne sont pas différenciantes et de permettre du coup de nous mettre sur la partie plus singulière de personal brand, storytelling, négociation, vision, leadership, et c'est ça qui fait la différence. Donc nous, on est très porté sur le business model américain, on fait des workshops, on est terrain, puisque la reprise d'entreprise, c'est un business de terrain et pas un business de blabla en visio ou de formation préenregistrée. Donc voilà, nous, on a créé vraiment cet écosystème autour d'un parcours qu'on fait passer pour pouvoir après présenter les personnes devant nos investisseurs. Donc ça, c'est la première étape. Pareil, le sourcing, comment on trouve une boîte. Ça, c'était la deuxième problématique. J'ai parlé tout d'abord du financement. En second lieu, c'est le sourcing. Le sourcing, donc comment on trouve une boîte. Aujourd'hui en France, c'est très simple. Les gens vont à la CCI ou vont au CRA, qui est une formation aussi qui est dispensée par la CCI. Et il y a des listes. Et il faut sourcer, appeler. Et en moyenne, ça prend entre 18 et 24 mois si ça prend. En sachant qu'il y a un taux de 5 à 10% selon les études de conversion, donc de rachat réel, ce qui est quand même pas énorme. Quand on voit que les boîtes quand même ferment. Donc, il y a un problème de rencontre entre l'offre et la demande qui est évidente. Donc, nous, le sourcing, on a mis de l'IA. Pareil, c'est des tâches qui sont chronophages, qui sont décourageantes pour la plupart des repreneurs. Donc, notre CTO a développé un outil avec tout simplement, on a acheté des bases de données qui aujourd'hui sont plus grosses que même la CCI et ça nous permet en fait d'aller sourcer en automatique sur des bases de données qu'on a en interne. Donc, par exemple, Oureille, tu cherches, je sais pas, une agence de marketing autour de Paris. Tu vas pouvoir mettre ça dans notre filtre et l'IA va aller chercher toutes les boîtes qui sont soit le dirigeant ou le gérant à 60 ans, 65 ans, il est au bord de la retraite. Et donc, dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'aller voir s'il n'y a pas possibilité de reprendre la boîte, puisque c'est quand même beaucoup d'émotionnel, hein, donc faut tisser un lien, etc. C'est pas juste je viens avec l'analyse financière, je te propose un prix, hein, c'est un process qui est autre. Donc nous, on a mis beaucoup d'IA, notamment sur le sourcing. Donc financement, sourcing, ça c'est dans notre écosystème. Et ensuite, évidemment, on veut avoir un écosystème le plus complet possible. Donc on accompagne du sourcing au financement, au rachat. Et après, on va structurer aussi sur le post-rachat pour accompagner les dirigeants et dirigeantes de demain, repreneurs, à gérer la boîte, puisqu'on est sur des actifs où on va travailler sur le business et non pas dans le business. C'est quand même une grosse différence.
On forme vraiment des repreneurs à être des vrais leaders, pourquoi pas même créer des groupes, d'acheter plusieurs sociétés en même temps. Ça, c'est des tests de build-up qu'on accompagne aussi et qui permet du coup d'avoir un autre type d'entrepreneuriat aujourd'hui. Donc nous, le but, c'est vraiment d'avoir toutes les cartes en main du début à la fin de la vie du repreneur dans sa boîte qu'il aura racheté avec nous. Parcours complet qui peut mener jusqu'à un empire repreneurial. Les amis, profitez-en. Vous avez Alison pour répondre à vos questions. Osez poser vos questions. On ne va pas vous mordre. On ne va pas vous manger. Alison, vous avez vu quand même, elle est gentille. Elle ne tape personne. Vous avez le droit de vous exprimer. Je vous ai mis en lien le calendrier de prise de rendez-vous. Voilà, je l'ai affiché également. J'afficherai vos questions au fur et à mesure et je vous offre l'opportunité de monter en vidéo. Donc, saisissez-la si vous souhaitez poser vos questions. Ourey, il y a des choses qui doivent faire profondément sens pour toi dans le fait de se défaire notamment des tâches sans valeur ajoutée, comme les analyses de bilan, des choses comme ça, que finalement une machine peut faire. Hein. C'est ce que moi j'appelle du travail de machine ou du travail de robot, pour ramener de l'humain finalement dans l'histoire de la reprise. Et qu'est-ce que tu pourrais en dire, toi, avec ton regard commercial sur cette démarche ? Ouais, moi je trouve ça génial en fait de se dire qu'on peut utiliser les outils d'aujourd'hui, donc notamment l'IA, pour pouvoir notamment automatiser les tâches chronophages ou en tout cas qui n'apportent pas forcément la plus grosse plus-value. C'est vrai que souvent quand on veut racheter une entreprise, il y a tout un process de due diligence, etc. Il faut analyser les choses. Et je pense que c'est également quelque chose qui peut bloquer les gens en se disant, écoute, moi franchement, j'ai pas envie, tu vois, de me coltiner plein, tu vois, d'analyses, de bilans, fiscalité, etc., de process. Donc s'il y a des outils qui sont mis en place pour faciliter ça, je pense que déjà ça a une grosse pain en moins pour notamment les personnes qui veulent reprendre et qui ne veulent pas, on va dire, se casser la tête avec cette partie-là. Et j'aime bien également le côté effectivement humain où on se dit, en fait, en réalité, on est toujours, en fait, tu vois, juste avant je faisais l'intervention, je disais que peu importe ce que tu vends, que tu sois en B2C ou en B2B, tu es toujours en H2H, donc tu as toujours un humain en face de toi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, je pense, d'opportunités de reprise d'entreprise qui se font notamment en off-market parce que justement, c'est une connaissance du dirigeant avec qui ça fit bien, qui finalement partage, tu vois, le projet et ensuite ça se fait. Moi, j'ai un de mes clients, par exemple, c'est ce qui s'est passé. Tu vois, il a acheté une boîte parce qu'il y a un des dirigeants qui connaissait personnellement, qui partait à la retraite et il s'est dit, ah bah tiens, il y a une opportunité. Et donc, quand on comprend ça, je pense que déjà, ça permet effectivement de sortir de l'idéologie de penser que reprendre une entreprise, c'est juste, voilà, regarder des offres sur le net et penser qu'avec ça, on peut faire des choses intéressantes. Je pense que oui, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Et donc, je pense qu'avoir un écosystème qui permet de faciliter ça, ça peut vraiment être un game changer, tu vois, pour les personnes qui sont dans cette perspective-là. Et est-ce que toi, Alison, tu aurais justement une étude de cas client que tu voudrais nous partager, notamment d'une personne qui, au départ, voilà, peut-être voulait racheter l'entreprise, ne savait même pas par où commencer, et finalement a réussi, tu vois, à réaliser son projet? Alors là, nous, on est sur le premier batch. On a lancé TGM au début de l'année. Là, on n'a que des affaires en cours, puisque ça prend quand même du temps administrativement parlant en France. Forcément, ça prend du temps. Mais par exemple, là, j'ai une anecdote qui est intéressante. On avait une usine de bonbons à vendre qui était venue à nous, parce que notre but aussi, c'est de devenir un réel acteur économique où on accompagne les repreneurs, certes, mais on puisse inverser le rapport de force où aujourd'hui, on vient nous proposer des deals. Donc là, on est en train de structurer le deal flow entrant aussi pour pouvoir le proposer à une communauté de repreneurs qui est formée et financée, ce qui est quand même très avantageux pour des cédants qui sont parfois un peu éreintés d'avoir des candidats qui sont pas fiables en face. Donc, par exemple, cette boîte-là était venue jusqu'à nous. C'était quelqu'un qui faisait ça depuis 40 ans, donc de père en fils, et le grand-père qui était dedans. Donc, c'est des business qui sont forcément où il y a beaucoup de cœur et beaucoup d'émotionnel dedans. Et le gars, je me rappelle de l'appel qu'on avait fait, il m'avait dit... moi, j'ai eu des gens, hein, mais bon, il m'avait dit c'est soit des Parisiens caricaturales du 16e qui ont les dents qui rayent le parquet, je reprends ces termes, soit c'était des grands groupes, donc une grosse marque de compotes notamment, qui voulaient le racheter. Mais bon, voilà, ça le faisait mal de se dire que sa boîte allait partir dans un grand groupe et qu'il allait perdre une partie de son ADN, etc. Et ce qui était marrant, c'est qu'en fait, il nous a dit clairement, non mais moi, je veux pas ce repreneur-là, etc. Pas chez nous, mais un autre repreneur parisien qui était venu, parce que clairement, j'aime pas sa gueule, pour reprendre ses mots. Donc, pour dire que même quand on est financé, si, comme tu dis, on est en face d'un humain, et il y a une approche qui est quand même très singulière à avoir, et
pour dire aussi, c'est ce genre de business qui est intéressant pour des repreneurs individuels. Donc là, on était sur une boîte qui était à 5,6 millions de CA. Donc c'est quand même une grosse boîte pour un repreneur individuel un peu difficile à financer. Donc c'était parfaitement dans notre cible. Et nous, ce qu'on a fait dans notre ADN de toujours pitcher une vision cédant, etc., et d'être dans ce truc de storytelling qui est quand même très important, avec Oussama, on a eu une idée, c'est de pitcher aux cédants, de dire, on peut par exemple mettre un papy sur YouTube et il va raconter des histoires à des enfants et à la fin, il donnera un bonbon et il va citer le nom du bonbon, de la marque. Donc, voici un bonbon de machin. Et ça permettait déjà d'ancrer une brand différente de ce qu'il avait envisagé. Et ce qui est intéressant, et nous, c'est une approche qu'on valorise beaucoup, c'est que ces boîtes-là, ça fait 40 ans que la même personne est dedans, ou à minima 20 ans. Et en fait, ils n'ont plus forcément de vision claire du futur. Et le but, en fait, pour remporter un deal, c'est d'amener le cédant dans une nouvelle vision qui retombe amoureuse de sa boîte. Et ça a aussi des avantages connexes, c'est qu'il va débloquer plus de crédit vendeur. Le crédit vendeur, c'est par exemple une partie du prix de cession qu'on peut différer dans le temps avec un accord préalable avec le vendeur. Donc, plus il aime la vision et plus il est apte aussi à lâcher du crédit vendeur. Donc, voilà, c'est une approche un petit peu différente qu'on a. Et c'est très storytellé et c'est très différenciant et ça marche pas mal. Génial. En fait, dans le projet, il y a le fait de réintroduire de l'affect. Tu parles de tomber amoureux. Ouais. Et c'est vrai que la dimension affective, ça change complètement le rapport qui pourrait être très froid, factuel à la reprise. Refaire tomber amoureux le dirigeant de son entreprise, je trouve ça super beau. Ah, on a une question. Alors, c'est Mourad, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah non, il nous donne un exemple. Okay. Mais n'hésitez pas à venir avec vos exemples, si vous en avez des histoires à raconter, c'est super, on est tous intéressés par ça. Ça fait déjà 3 ans et demi, alors il a un ami, j'imagine, ça fait 3 ans et demi qu'il a repris de la société Sodicover à Libourne. Ah bah c'est pas hyper loin de chez moi, c'est près de Bordeaux, Libourne. Dans la miroiterie et la menuiserie, et ça marche très bien. Bah, ça m'étonne pas, parce qu'il y a un paradoxe très français, je pense, ça existe à l'étranger, mais c'est très présent en France, c'est de vouloir réinventer l'eau chaude. C'est-à-dire qu'au lieu de reprendre une entreprise qui a exactement l'activité qu'on voudrait faire, on se sent obligé de la refaire partir à zéro depuis soi, parce qu'on n'envisage même pas, finalement, culturellement, la reprise d'entreprise. Et en fait, c'est un peu idiot de vouloir refaire tout le chemin, alors qu'il n'y a qu'une boîte, certainement, quelque part, qui ne demande qu'une chose, c'est de trouver le bon repreneur, quoi. C'est quand même fou quand on y pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, c'est un ami. Et il y a des emplois en jeu derrière aussi. Hein. Il y a l'humain, il y a des emplois, donc c'est clair. Et là, donc Mourad parle d'entreprises spécialisées dans la miroiterie et menuiserie. Nous, en ce moment, on a une repreneuse. Donc, je parle de femmes, ça me fait plaisir aussi qui sont dedans parce qu'on sait que les femmes sont très peu nombreuses dans la reprise d'entreprise, moins de 5%. Donc, on est très contents aussi. C'est ma petite bataille personnelle au milieu d'avoir beaucoup de femmes dans l'écosystème. Et moi, je pousse pour qu'il y en ait encore plus. Mais qui est en train de faire une thèse de build-up dans le nord de la France sur des boîtes de menuiserie, justement. Et les boîtes de BTP, il y en a beaucoup à revendre. Individuellement, elles ne sont pas forcément évidentes à revendre parce qu'il y a plusieurs problématiques de marché qui sont parfois difficiles pour acheter des boîtes. Et ce qui est intéressant, c'est quand on en rachète plusieurs en même temps, ça nous permet de créer soit des verticales, soit en tout cas des entreprises complémentaires, faire des économies d'échelle et autres. Et c'est super bien d'avoir des tests d'investissement sur ce genre de business, et c'est ce qu'on accompagne d'ailleurs en ce moment. On a quelqu'un dans la France qui veut en fusionner entre 5 et 7 pour essayer de racheter ça avec une thèse d'invest. Ouais. Excellent. Et toi, à titre personnel, Mireille, ça t'intéresserait de reprendre une ou plusieurs entreprises? Est-ce que c'est un truc qui pourrait te faire envie? Toi qui découvres un peu... Ouais, effectivement, tu vois, c'est pas forcément de prime abord, on va dire, une direction que j'avais envisagé de prendre, tu vois. Mais suite à justement à une discussion avec un de mes mentors, on s'est dit, mais en fait, ça peut être super intéressant en fait comme opportunité à saisir, comme nouveau challenge à relever, tu vois. Et comme je suis challengeuse dans l'âme, je me dis, why not, tu vois. Et donc, j'ai commencé un peu à prendre l'information, mais je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à explorer.
Mais n'hésite pas à envoyer cette vidéo à ton mentor. Alors, je ne sais pas duquel il s'agit, mais voilà, que lui aussi puisse profiter de cet échange, donner son avis. D'ailleurs, les amis, je vous invite aussi à monter et en audio ou en vidéo, poser vos questions, raconter vos témoignages pendant ce live. Je vous invite également à prendre rendez-vous avec l'équipe TGIM. Vous tomberez sur moi ou quelqu'un d'autre ou Alison, enfin bon, ça dépend. Et on répondra volontiers à vos questions. C'est gratuit, c'est sans engagement. L'idée, c'est de faire connaissance avec vous, tout simplement, et de découvrir vos sujets. Et si vous avez des problématiques, les découvrir aussi, et puis peut-être vous aider si on le peut. Voilà. Donc, profitez de cette opportunité d'échanger sur la reprise d'entreprise, vos propres projets. Peut-être que vous envisagez de créer une entreprise dans un domaine qui vous fait envie. Et en fait, la bonne solution pour vous, si vous ne voulez pas vous casser les dents, ce serait peut-être plutôt de reprendre. Donc moi, je vous invite à envisager ce switch mental et vous dire, est-ce que finalement créer, ce ne serait pas une énorme perte de temps, d'énergie et de moyens? Et est-ce que finalement, la solution gagnante sur le long terme, ce ne serait pas plutôt la reprise? Parce qu'on est d'accord, les filles, il y a une mortalité énorme chez les primo-entrepreneurs. Hein. Ah oui, ouais. D'après une stat de l'INSEE, de toute façon, c'est simple. 7 entreprises sur 10 mettent la clé sous la porte dans les 5 premières années de leur activité. Tu vois, donc les entreprises déjà qui dépassent, on va dire, le palier déjà des 5 ans, c'est déjà une grosse célébration. Et comme tu l'as dit, souvent, en fait, on se dit, OK, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc la solution, effectivement, c'est de créer mon entreprise. Et il y a très peu de personnes qui disent, OK, mais concrètement, peut-être qu'au lieu d'en créer une, je pourrais en reprendre une, en fait, dans la même, tu vois, optique que j'avais initialement prévue, ou même, des fois, le fait de se dire juste, OK, pourquoi pas reprendre une entreprise, ça permet également d'ouvrir des possibilités, en fait, et des perspectives auxquelles on n'aurait pas pensé. Parce que je pense que peut-être que, Alison, certaines personnes pensent, honnêtement, que c'est pas à leur portée, que c'est pas accessible, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Moi, je suis pas là pour vendre du rêve. Il y a plein de personnes qui sont pas compatibles avec la reprise d'entreprise. Je vais pas commencer à dire que c'est fait pour tout le monde. Je pense qu'en fait, effectivement, vous avez raison. Il y a plein de personnes qui pourraient prendre un raccourci en reprenant une boîte au lieu de la faire de zéro. Maintenant, créer une boîte de zéro et reprendre une boîte, c'est 2 types d'entrepreneuriat qui sont complètement différents. On a un aspect de gestion, de leadership qui est plus présent, je pense, dans une reprise, puisqu'il y a une équipe en place, il y a une culture d'entreprise à mener, il y a une transition à faire, il y a beaucoup de gestion de personnes, de trésor, etc. Que démarrer de zéro, pour le coup, et pour l'avoir fait aussi, c'est pas du tout la même énergie qu'il faut. Le founder, c'est une belle médaille, mais on n'est pas tous faits pour ça non plus. Et dans la reprise, c'est pareil. C'est disons que nous, sur notre segment de marché, c'est pareil. Il faut quand même avoir des compétences pour aller se vendre devant des investisseurs. Donc bon, ça, je pense qu'avec de l'entraînement, tout le monde peut le faire. Mais tout le monde ne peut pas gérer une boîte avec plein de salariés, des équipes. Ce serait mentir de dire ça. Maintenant, c'est accessible quand on a une fibre qui est déjà là. Et ça, on le découvre rapidement aussi en se formant sur le sujet. Et puis, on a des personnes qui vont avoir une compétence plus opérationnelle et d'autres qui vont avoir une compétence plus de visionnaire. C'est aussi 2 sous-catégories de repreneurs. On a des personnes qui ont envie, qui ont besoin de mettre les mains dans le cambouis pour aller dans la boîte. Et on en a d'autres qui sont juste là à nous dire, moi, je veux gérer un groupe, je veux avoir une vision long-termiste, je veux incarner ce leadership-là. C'est pas la même chose. Mais non, c'est pas fait pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui s'acharnent à vouloir faire de zéro alors qu'ils pourraient totalement reprendre une boîte. Et c'est un très beau raccourci quand on veut déjà gagner sa vie plus rapidement et être déjà dans une structure qui marche. Notamment, je pense aux salariés qui sont... nous, on en a beaucoup de grands comptes ou de banquiers d'affaires ou dans le M&A et d'autres même dans l'immobilier qui gagnent très bien leur vie et qui peuvent pas se permettre avec une famille ou des enfants de redémarrer de zéro, de se retrouver au chômage et de tout recommencer. Donc, il y a aussi des perspectives financières qu'il faut envisager selon le cas de la personne qui voudrait racheter une boîte. Et Alison, tu dirais, toi, c'est quoi le point commun des premiers clients là que vous avez commencé à accompagner, notamment sur ce sujet-là de la reprise d'entreprise? Les points communs? Alors, on a 2 grandes catégories. Je dirais que déjà pour les salariés grands comptes, c'est souvent des personnes qui ont beaucoup de responsabilités, qui ont le poids sur les épaules, les heures derrière et pas forcément la rémunération ni le pouvoir décisionnel en fait. Il y a beaucoup de personnes qu'on a qui sont des directeurs commerciaux,
ou des ingénieurs dans différents domaines, même dans le nucléaire, on en a aussi. Et en fait, c'est des personnes qui connaissent déjà plein de choses, mais on leur a donné les clés, mais ils peuvent pas ouvrir la porte, quoi. Et eux, ils ont envie de pouvoir se dire, je vais avoir un pouvoir décisionnel, je veux pouvoir vraiment gérer une structure moi-même, alors que bon, j'ai les connaissances et aujourd'hui, on me laisse pas faire parce qu'il y a des investisseurs, parce qu'ils sont dans des boîtes très processées où ils s'ennuient, où ils passent plus de temps à faire du reporting que de travailler réellement. Donc, je pense que ce que je dis, ça doit parler à beaucoup de personnes qui sont dans des grandes boîtes, qui sont souvent à des postes haut placés. Et après, on a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui veulent faire de la croissance externe, qui savent pas forcément le faire. Croissance externe, c'est quand on a déjà une boîte et qu'on veut en racheter d'autres. Alors, pourquoi pas pour créer des verticales ou des boîtes complémentaires ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on en a même on en a un d'ailleurs qui est un de nos consultants, il a racheté 90 boîtes en 8 ans. Donc bon, lui, c'est un extrême plus de la reprise d'entreprise, hein, c'est un sniper. Mais lui, par exemple, a racheté autant des maisons d'édition que des boîtes dans le transport. Par contre, lui, sa thèse, c'était pas de créer des verticales, c'était de créer, on va dire, un edge et scaler des boîtes grâce à la dette technologique. Donc, par exemple, on lit Stripe de l'année dernière, il y a moins de 5% des boîtes en France qui ont un ERP. Un CRM, vous savez, Pipedrive, etc. Ouais, un logiciel de gestion client, pour ceux qui ne sont pas du truc. J'ai beaucoup de pour la traduction. Oui, lui, il savait qu'il y avait plein de boîtes qui n'étaient pas équipées de tout ça et qui avaient plein de problèmes, notamment qui les rendaient improductives. Et lui, il a racheté 90 boîtes en 8 ans sur cette thèse-là. Donc voilà, ça c'est la deuxième grande catégorie, on va dire, c'est des personnes qui veulent faire de la croissance externe et c'est plus des entrepreneurs, quoi. Donc on voit que pour certaines personnes, c'est une véritable stratégie globale, reprendre et finalement faire la transition numérique, on va dire, pour ces entreprises et les viabiliser de cette manière. C'est intéressant. Coucou Darius, qui n'a pas été nommé, mais... D'ailleurs, par rapport justement à Darius, donc, de ce que j'ai compris, qui a racheté du coup 80 boîtes en 8 ans, est-ce que du coup là, on parle vraiment de reprendre ou d'investir? Parce que du coup... Reprendre. Ok, reprendre. Donc concrètement, ça veut dire qu'il n'est pas du tout dans l'opérationnel ni dans la stratégie. Il a mis, je ne sais pas, après à toi de me dire Alison, mais des CEO en place, des CEO en place. Parce que 80 boîtes, ça me paraît énorme. Ah oui, bah là, on est dans une position d'advisor. C'est d'ailleurs un type de reprise qui est très singulier aux personnes qui ont besoin d'avoir justement ce step back sur les boîtes et pouvoir voir long terme. Et on peut pas effectivement être dans l'opérationnel et faire ce genre de choses. Maintenant, quand on rachète une boîte au début, même si on a envie d'être advisor, on doit quand même rentrer dans l'opérationnel, aller voir les équipes, prendre la température, voir ce qui va pas, voir ce qui va. Non pas tout changer parce qu'il n'y a pas forcément besoin. Et puis la culture d'entreprise, c'est vraiment un sujet qui est très important aussi dans la transition d'un cédant à l'autre. Mais lui a passé plusieurs mois sur chaque boîte à comprendre le business, à mettre les bons éléments en place. Enfin, c'est un boulot de stratège en fait, hein. Et lui, quand la boîte tournait, il n'avait plus qu'à faire les boards une fois par semaine, une fois par mois, et ça roulait. Mais effectivement, c'est très extrême. Je pense pas que tout le monde soit fait pour avoir ce rythme de vie, parce que je crois qu'il passait plus de 200 jours dans l'avion. Enfin, il a une statistique qui était complètement dingue. Il prenait l'avion tous les jours pour aller d'une boîte à l'autre parce qu'il a acheté dans le monde entier. Donc, mais lui, c'est un cas extrême, évidemment, qui représente peut-être 0,1% des repreneurs. Et on aime bien voir des cas extrêmes dans les workshops parce que ça nous permet aussi de voir une pluralité de profils qui correspondent et qui vont inspirer aussi différentes personnes qui sont à l'intérieur de TJM. On a vraiment affaire à un sportif de la reprise d'entreprise quand même, hein. Clairement. Il y a Abdelhamid qui nous disait il y a des spécialistes de reprise d'épaves pour les remettre en marche. Alors, ce n'est pas forcément les épaves que nous, on vise au niveau de TJM. Alison, tu veux en parler de la viabilité des entreprises? Oui, déjà, nous, on vise effectivement que les entreprises in bonis, parce qu'il y a déjà un marché qui est assez grand sur les entreprises qui vont bien, alors pourquoi aller voir celles qui vont mal? Ouais. Maintenant, il y a plein de boîtes qui sont à reprendre à la barre du tribunal, on appelle ça, donc qui sont en liquidation, en redressement, qui sont achetables pour 1 euro symbolique. Maintenant, c'est une galère différente, on va dire. Il y en a qui ont le syndrome du sauveur ou qui ont envie de faire ce genre de deal. Mais nous, effectivement, vu qu'on vise quand même des communautés d'investisseurs qui vont mettre de l'argent dans les deals, il faut quand même que l'entreprise tienne debout. D'autant plus que, j'en ai pas encore parlé, mais on est en train de développer 2 verticales de TGIM parce que nous,
on veut pouvoir aussi apporter de la dette privée par nos boîtes. Donc, on crée un club deal qui permet aujourd'hui à n'importe quel... Alors, c'est en cours de construction, c'est pas encore ouvert, mais normalement, d'ici la fin de l'été, ce sera opérationnel. Comme le fait, par exemple, Anthony Bourbon avec le Blast Club, où n'importe quelle personne paye un membership, peut avoir accès à des deals et investir à partir de 100, 1000 euros. J'ai pas encore les données exactes parce qu'on est en train de le faire. Donc, de mettre un billet dans une reprise. Ou après, aussi, on crée une deuxième verticale qui est un fonds d'investissement où là, c'est pareil, on va pouvoir récolter de la dette auprès de fonds d'investissement. Mais nous, pour séduire des investisseurs, on a besoin de boîtes qui tournent, qui ont un cash flow, parce que c'est des opérations de LBO, donc c'est de la dette qu'on va chercher, qui est remboursée par l'EBE, l'EBITDA, les bénéfices de la boîte aussi. Donc, il faut des boîtes qui tournent, quoi. Sinon, notre thèse ne tient pas debout. Alors, il faut savoir au niveau d'Anthony Bourbon que TGIM travaille avec Gaspard de Monclin, qui est l'avocat du Blast Club, la structure Blast Club. Ah, alors on a un commentaire. Non, jamais pour 1 euro symbolique, ça n'existe pas, même s'il y a de réelles opportunités, nous dit Martial Le Terrier. Martial, est-ce que tu veux préciser en fait ton propos? Je crois que Martial défendait l'idée qu'il n'existait pas vraiment de bonnes affaires pour 1 euro symbolique, qu'il y avait des opportunités, mais qu'il fallait pas rêver, on ne pouvait pas monter des empires à partir d'entreprises qui valent rien du tout. Tu sais, c'est un petit peu le rêve, même dans l'immobilier, ça existe aussi. Hein. Je vais racheter des trucs totalement en ruine et je vais en faire quelque chose qui a une valeur extraordinaire, mais en fait, il y a un coût caché à tout ça qui est la montagne d'argent qu'il faut mettre pour remettre la structure en bon état et la viabiliser, quoi, pour que ce soit ou vendable ou louable. Oui. En matière de reprise d'entreprise, c'est pareil. Je pense qu'il y a des coûts cachés monstrueux et à être trop radin en fait au départ, sur le long terme, à mon avis, on se pénalise énormément en perte de temps et même d'argent. Hein. Alison, qu'est-ce que t'en penses? J'aime bien d'ailleurs cette expression qui dit finalement le peu cher coûte très cher. Donc, ouais, c'est ça. Mais je suis assez d'accord avec ça. Je n'ai toujours pas le payer. C'est toute une question de profil. Il y a des personnes qui savent trouver ce qui se cache derrière les fausses bonnes affaires. Mais si, il y a des reprises pour 1 euro symbolique qui ont été faites. J'ai discuté avec beaucoup de repreneurs qui l'ont fait. C'est des boîtes, tout simplement, il n'y a plus rien à sauver ou juste on cherche un repreneur. Oussama, il a bien une boîte, on lui l'a donnée. Donc, oui, c'est vrai, ça existe. Voilà. Donc, en fait, faut avoir la compétence pour... Faut vraiment avoir la compétence en termes d'audit, etc., pour bien identifier qu'il n'y a pas un énorme traquenard, quand même. Oui, bien sûr, ça c'est clair. C'est clair. Est-ce que justement les boîtes qui sont revendues pour 1 euro symbolique, elles ont quand même des salariés qui tournent, un portefeuille client, etc., ou souvent, je sais pas. Ouais, bah après, moi, de toute façon, dans les boîtes qui sont en train de se casser la figure, il y a toujours des gens dedans, j'imagine. Maintenant, c'est pas notre thèse, donc je t'avoue que des deals comme ça, j'en ai pas beaucoup vu. Nous, on est plutôt sur des deals qui tournent bien et du cash flow qui permet quand même de structurer une équipe dedans. Mais oui, de toute façon, des entreprises, pour avoir parlé avec pas mal d'avocats à la barre du tribunal, donc qui sont rachetés pour des sommes vraiment 1 euro symbolique. Désolée Martial, je vais le redire. Mais oui, ça existe et il y a de l'humain derrière, forcément. Il faut sauver des emplois en même temps. Après, est-ce qu'ils sont payés? Est-ce que tout va bien? Ça, j'en sais rien. Peut-être pas, mais bon. Martial, décidément, je suis un spécialiste de la reprise à la barre. Il a toujours une valeur de rachat, je vous en dis plus. Oui, il vient faire sa pub, Martial. Merci, Martial. Chacun fait sa pub, c'est pas une guerre. Ouais, on est très heureux quand même que tu interviennes, Martial. Hein, attention, c'est bien. De toute façon, il faut éveiller les esprits à la reprise d'entreprise. Donc, tant mieux s'il y a beaucoup d'acteurs qui en parlent. Ça nourrit le niveau de conscience global sur le sujet. C'est toujours bon à prendre quand même. Ouais. C'est vrai que c'est un sujet qui se développe de plus en plus, je le vois. Il y a une célèbre une publicité sur YouTube, je ne saurais même pas nommer la personne qui fait cette publicité-là. Bah moi, je la vois tous les jours alors que j'ai rien demandé, donc t'imagines même pas le budget publicitaire que j'ai vu. Voilà. À chaque fois que j'ouvre YouTube, je tombe sur une pub de cette personne et je rigole parce que je sais que c'est en fait c'est qu'une formation théorique.
Mais du coup, tu n'as pas la solution de financement. Donc, ça, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Mais bon, avec il y a des gens qui ont mis d'énormes budgets publicitaires là récemment pour vendre des formations sur le sujet. Ça me fait un peu sourire. Mais avec la fameuse accroche ne créez pas une entreprise, rachetez une entreprise. Alors, sur le fond, oui, mais ça ne va pas solutionner les sujets de financement. Si tu n'as pas d'investisseur, tu fais comment, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Bref. Bah, eux, leur thèse, c'est de faire du crédit vendeur à fond. Hein. C'est ce que font la plupart des infopreneurs. Ils parlent beaucoup du crédit vendeur en disant que, voilà, il y en a, bon, je vais pas citer, mais j'ai compris de qui tu parlais en parlant de la pub. Ouais. Pour l'avoir lui, il est très pro crédit vendeur, mais après, il y en a qui arrivent à avoir du crédit vendeur en majorité sur des deals de croissance externe, par exemple, quand ils ont déjà une autorité de marché où on peut faire confiance à quelqu'un, mais un repreneur individuel qui sort de nulle part, ça va être compliqué d'aller sur du crédit vendeur, quoi. Ouais, donc c'est un peu idéaliste, quoi. Ça va être compliqué en tant que nobody. Ouais. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a Redouane qui nous dit intéressant topic. Merci Redouane, c'est sympa. Je sais que tu nous soutiens et que tu as partagé l'événement sur ta page et ça me fait toujours chaud au cœur de voir que tu es présent. Donc c'est super. Qu'est-ce qu'il nous dit pour l'immobilier? Robert Kiyosaki. Ouais, Robert Kiyosaki, il n'est pas en très bon état financier, me semble-t-il, en ce moment. Il a des principes qui sont intéressants, mais il ne faut pas tout boire comme du petit lait chez Robert. Les grands entrepreneurs qu'on identifie comme primo. Ah, il y a eu un petit... c'est un peu sauté. Il y a des gens qu'on... Primo-entrepreneurs. Oula, on a une perte de connexion. Ouais, je ne sais pas si c'est de ton côté, Nathalie, mais ça a un peu figé là sur ton image. C'est pas ça. Ouais, la connexion n'est pas bonne. Il y a Joël qui nous dit intéressant vos échanges. Merci à toi, Joël. Merci, Joël. Effectivement, Mourad nous parlait de l'immobilier en ruine, de Robert Kiyosaki, qui conseille ce type de transaction parce qu'il a sa propre technique. Et c'est vrai que Nathalie, avant que ça fige, nous disait effectivement de prendre en tout cas ce qui vous intéresse en fonction effectivement de voilà, vos aspirations, vos ambitions, mais de ne pas non plus tout ingurgiter et tout penser que... Enfin, des fois, en fait, j'ai l'impression que les gens suivent un peu, tu sais, certaines personnes vraiment comme des gourous. Il a dit ça, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Mais après, quelques années plus tard, on se rend compte que, comme disait notamment Nathalie, j'ai pas trop suivi, mais des fois, les gens se retrouvent pas forcément en très bonne position. Et même dans l'entrepreneuriat, tu vois, il y a pas mal de personnes qui ont réussi à vendre voilà, des accompagnements, etc. Et qui, aujourd'hui, pour le coup, ne sont plus du tout en bonne posture, on va dire. Donc... sur la durée, on va dire également, le tri se fait naturellement. Donc, je pense que c'est bien également de développer sa compétence en fait, de discernement, tu vois. Et ne pas tout prendre pour content, d'aller également faire ses propres recherches et puis surtout après, voilà, de faire confiance également à ce qui semble juste aussi en fonction de son intuition. Tout à fait. Mais d'autant plus dans l'immobilier, hein, qui est un sujet que je maîtrise bien depuis quelques années. Il y a une question de fiscalité à l'intérieur des investissements immobiliers. La fiscalité étant propre à chaque personne, on ne peut pas généraliser un topic immobilier, une stratégie d'investissement sur tout le monde, puisque c'est très... voilà, l'immobilier en ruine, ce qui est bien en ruine, qu'est-ce que veut dire en ruine, mais quand il y a des travaux, effectivement, il y a de la défiscalisation derrière, selon le régime qu'on fait, c'est en nom propre ou même en société, ce qui permet d'annuler ses impôts pour la majorité des gens. Donc, c'est pour ça que fiscalement, ça peut être intéressant. Maintenant, c'est un sujet très complexe et très nuancé, très contextuel et très singulier. Donc, effectivement, on ne peut pas prendre pour argent comptant une phrase comme ça où il y a tellement de choses sous-jacentes dedans. Yes, exactement. En attendant que Nathalie se reconnecte, je vais lire la question de Fatma Abidi qui nous dit « Quel est le cours de la formation ou accompagnement que vous proposez et quel est le format SVP ?» Alors, le format, c'est format workshop. Je ne sais pas si tu étais là au début de l'émission du live, mais nous, comme je le dis, c'est une compétence terrain.
Donc, on ne fait pas de formation en ligne traditionnelle. C'est vraiment un écosystème où on va aller faire du workshop. Donc, on pitch des investisseurs. On apprend à faire du personal brand, même sur LinkedIn, qui est un canal d'acquisition pour les deals qui sont intéressants aussi. Disons qu'on va vraiment travailler de manière très singulière et c'est pour ça qu'on a fait un petit groupe aussi pour ce premier batch qu'on a lancé. On est une cinquantaine, donc, qui permet de faire des petits groupes intéressants. Et nous, on travaille en fait tous les samedis là, de l'été, sur ce premier batch en tout cas, sur des journées de 8-10 heures, c'est assez dense, mais on fait des ateliers, on fait de la finance, on fait du storytelling, de la négociation, voilà, on présente les outils aussi qu'on a créés en interne. Ça permet en tout cas d'aller jusqu'au rachat de la boîte, puisque on va commencer déjà à sourcer les premières boîtes d'ici la fin de l'été pour la promo qui vient de nous rejoindre. Et le prix, pour l'instant, je le dis ouvertement, je sais que très peu parlent de prix en France, c'est pas très culturel, mais nous, on est très ouverts là-dessus. Pour l'instant, il est de 8 000 €, en sachant que les due diligence qui coûtent entre 10 et 100 000 € selon les boîtes sont inclus dans le membership. Donc, pareil, quand on va lever des fonds, on crée un SPV, donc qui est un véhicule d'investissement pour la dette, qui coûte entre 5 et 10 000 €. C'est inclus aussi dans le prix. Donc, 8 000 €, c'est un prix qui est dérisoire. Et pour nous, en fait, c'est notre preuve sociale aussi au début. Parce que beaucoup nous regardent un petit peu de travers. On voit par exemple des personnes qui se connectent sur le live pour faire leur propre promo. C'est un truc que je vois régulièrement. Bref, je sais qu'on fait peur à certains, mais c'est pas grave. Et nous, on veut vraiment que sur ce premier batch, en fait, on ait des réels résultats et on veut que le prix soit corrélé pour l'instant à nos débuts, mais c'est un prix qui va évoluer à plusieurs dizaines de milliers d'euros certainement dans les mois et les années à venir, parce que encore une fois, on vise des deals à plusieurs millions. Et on n'achète pas juste une formation en ligne. Il y a un réel déblocage même de fonds derrière, des avocats, des auditeurs, des experts comptables. On est presque 15 maintenant à travailler à temps plein. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est proposé à 8 000 € et ça va augmenter déjà dès la fin de l'été pour le second batch, puisqu'on recommence à la fin de l'année pour une deuxième session d'hiver. Voilà, on va faire été-hiver maintenant. Ok, super, trop bien. Merci pour ton retour et ta transparence. Donc, Fatma, si tu veux en savoir plus et si le sujet t'intéresse, Nathalie a mis également dans les commentaires le lien pour prendre un rendez-vous, donc n'hésite pas à le faire. Merci pour ta question. Victoria nous dit, super échange les filles, le fonds d'investissement sera ouvert ou réservé aux apprenants de TJM? Donc, la question, c'est est-ce que ce sera que pour les apprenants de TJM ou pas? Oui, bien sûr. Nous, nos membres sont prioritaires de toute façon, puisqu'on les accompagne à sourcer, à financer, à racheter, à gérer les boîtes. Donc, tout ce qui est accès au financement est réservé, effectivement, quand on est repreneur, aux membres de TJIM. Maintenant, on a la possibilité, ce sera plutôt au mois d'octobre, de faire entrer des investisseurs, personnes physiques, comme le Blast Club avec Anthony Bourbon, c'est pareil, sauf que ce sera un peu je l'espère, le BlackRock de la reprise d'entreprise. C'est très ambitieux, mais je crois qu'il faut vivre avec des ambitions comme ça. Et ça, ce sera ouvert à n'importe quel investisseur, investisseuse qui veut investir de l'argent dans la reprise d'entreprise avec des placements qui sont quand même très intéressants. Et ça, c'est notre sujet de l'été. Donc voilà. Mais il y aura la possibilité, en tout cas, d'être investisseur pour TJM pour n'importe qui. Super, good to know. Merci pour ton partage, Alison. Et donc, Nathalie, j'allais dire, est de retour et elle est repartie. Super. Donc, ouais, on a répondu à ta question. Intéressant topic, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, les amis. On va prendre encore quelques minutes avant, de poursuivre, enfin, avant de finir notamment. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires. Comme ça, on pourrait y répondre avec joie pendant qu'on est encore en live. Donc, je crois que Nathalie est de retour. Yes, j'ai des soucis de connexion. Je suis désolée, toutes mes excuses. Ça fait partie des aléas du direct. Les fameux aléas du direct, je ne sais pas pourquoi. Il y a un stream qui vous voulait bien vous, mais il a dit. C'est OK. Et il y a Martial qui dit... Oui, j'imagine que j'ai loupé... Je pense que ça rebug encore, Nathalie. Du coup, Alison, il y a Martial qui nous dit « Perso, je trouve votre projet très pertinent et je n'hésiterai pas à en faire la promotion autour de moi. » Parfait. C'est noté. Merci, Martial. Ouais, la connexion, elle est très mauvaise. Ah. Yes. Donc, merci, Martial, pour
pour la recommandation potentielle en tout cas. Donc, Alison, tu disais que, ok, donc là, il y a le premier batch qui a été lancé. Il y en a un second qui va être lancé là à la fin de l'été. Ouais. Pour, j'imagine, voilà, entamer également la fin de l'année 2025. Ouais, tout à fait. On va lancer un second batch là vers la fin de l'année. Alors peut-être pas fin de l'été, mais plutôt fin d'année. Okay. Et pour répondre à la question de Fatma sur comment savoir si on a le bon profil pour l'accompagnement, tu peux prendre un appel sur le site qui a été partagé, il me semble, au début. Du live, je crois. Coucou. Je sais pas si... Ouais, je l'ai épinglé, j'ai mis dans la description. Alors, je vais pas remettre la caméra, en fait, je pense que c'est ça qui fait sauter le truc au niveau de la bande passante, ça fait trop. Mais effectivement, j'ai mis en commentaire et en description du live le lien qui permet de prendre un rendez-vous, faire connaissance et voir voilà, si on peut vous aider, quoi, en gros. Exactement. Yes. Parfait. Alors, il y a... Je vais prendre ton call et puis en discuter directement. Exactement. On a Martial. Sympa. Merci Martial. Je trouve votre projet très pertinent et je n'hésite pas à en faire la promotion autour de moi. Bah, avec grand plaisir, Martial. C'est bon mindset. De toute façon, on a tous intérêt à ce que les gens se rendent compte de l'opportunité qui arrive là pour les 10 prochaines années, parce qu'il va y avoir un tel besoin en reprise d'entreprise que franchement... vouloir créer à tout prix, ça devient finalement presque absurde quand on voit toutes les boîtes à reprendre. En tout cas, ça devient inadapté vu le marché, quoi. Vous me voyez, vous m'entendez correctement, les filles? Oui, on te voit, on t'entend correctement. Enfin, après, comme vous voyez ma petite image. On voit l'image du moins, c'est déjà ça. Ok. Après, comme disait tout à l'heure Alison également, c'est un autre game. C'est un game qui est différent. Ouais. Le fait de créer sa société, tu vois, from scratch, et le fait de reprendre une société existante avec des salariés, c'est carrément un jeu qui est différent. Donc, en fonction également des aspirations de chacun, ça peut être intéressant, pourquoi pas, de se dire, OK, déjà, j'ai envie de lancer ma boîte, voir comment ça me parle, est-ce que, justement, je me plais, etc. Et ensuite, si tu as l'ambition, effectivement, de, pourquoi pas, tu vois, développer, ou même te lancer de nouveaux défis, etc., de développer ton expansion, à ce moment-là, la partie rachat peut également être pertinente. Je pense également, ça dépend également des profils, tu vois. Ça dépend également de l'expérience de la personne, tu vois. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de mire, comme on dit, pour pouvoir notamment savoir si c'est quelque chose qui serait aligné ou pas. Après, s'il y a des questions, éventuellement, on peut répondre de manière individuelle par les appels. Il y a la possibilité de prendre rendez-vous sur le site de TGM directement. Donc, n'hésitez pas, même pour échanger de manière informelle autour de ce sujet-là qui vous intéresse. Nous, on est preneurs de toute conversation, de toute façon, qui alimente aussi notre base de données interne et qui nous permet de construire des choses alignées aux besoins des personnes aujourd'hui sur ce marché où il y a peu de monde, en tout cas, où il y a, je pense, beaucoup de choses à faire. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, ce sera avec plaisir de pouvoir échanger. Oui, tout à fait. Il y a Victoria qui nous dit « Super échange les filles. Le fonds d'investissement sera ouvert ou réservé aux apprenants TGIM ». J'imagine que vous avez répondu à cette question. Oui. Merci en tout cas, Victoria, pour ta présence, pour ton soutien. Je suis ravie que ça te plaise et que ça t'intéresse. À l'instar de Victoria, profitez-en parce que l'échange est bientôt terminé. On arrive à 14h41. On avait dit qu'on s'arrêtait aux alentours de 45. Donc, c'est le moment de poser voilà, vos dernières questions, de profiter de la gratuité de cet échange et peut-être voilà, pour monter un peu votre niveau de connaissance aussi sur le sujet de la reprise d'entreprise. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que vous avez, vous qui nous écoutez, des envies de reprise d'entreprise? Si oui, quel genre de reprise d'entreprise? Est-ce que vous avez des histoires, des anecdotes? Voilà. C'est quoi, en fait, votre vécu et aussi votre imaginaire lié à la reprise d'entreprise? Comment vous vous représentez un peu les choses? Super. Je trouve également que c'est super intéressant ce type d'échange et ce type de live, parce que peut-être que, comme moi, il y a quelques mois, c'était peut-être un sujet qui n'était même pas, on va dire, dans le radar. Et là, en fait, on se dit, oh, waouh, mais en fait, j'avais pas, du coup, tu vois, envisagé cette option-là. Et ça peut être pertinent. Donc après, ça ne coûte rien de prendre l'information, ça ne coûte rien de prendre un appel, ça ne coûte rien d'aller, tu vois, développer un peu le sujet et de voir, du coup, s'il y a des choses intéressantes à faire dans ce sens-là. Exactement. Tout à fait, tout à fait.
Bon, maintenant, si vous n'avez pas d'autres questions, les gens, et on va couper, on va vous dire au revoir, on va faire un gros bisou, on vous dit posez vos questions en dessous, prenez contact, pas peur, hein. Vraiment, on est ouvert à la discussion, on est ouvert à l'échange, on est projets entrepreneuriaux et surtout repreneuriaux si vous en avez. Donc, aucun de nous ne mord. Prenez rendez-vous, venez nous parler en DM. Alison, comment on fait si on veut échanger avec toi et avec TGIM? Alors, vous pouvez aller sur le site de tjmcap.com ou alors... Oui, on t'entend bien. On t'entend bien. Et pour répondre à ta question, donc sur le site de TGIM ou alors... Ah, la connexion encore foirée. Ou sur LinkedIn, Alison Tartarié, où vous pouvez éventuellement m'envoyer un DM. Je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Super. D'ailleurs, avant de finir, dis-moi, d'où est venu ce nom Thanks God It's Monday? D'ailleurs, on ne l'a pas traduit pour les personnes qui ne parlent pas anglais. Merci, mon Dieu, c'est lundi. En fait, au début, ça s'appelait pas TJM, ça s'appelait les repreneuses parce qu'on a commencé par lancer ça pour les femmes parce que j'étais dans la continuité de mon envie aussi de pousser les femmes dedans. Mais vu qu'il y avait beaucoup d'hommes, on s'est dit que bon, on peut aider des femmes en intégrant des hommes aussi. Et après, on a changé toute notre DA. Hein. C'est le début, on a pivoté, même en public, hein, on s'en est pas caché. Et on avait lancé un sondage sur LinkedIn d'Oussama d'ailleurs. Et on disait, aidez-nous à trouver un nom. Et il y a quelqu'un qui a dit, il y a un mème sur les salariés déprimés d'aller bosser qui s'appelle Thanks God It's Friday. Et on s'est dit, en fait, on va faire le contraire. On va dire Thanks God It's Monday parce qu'on a envie d'aller travailler et surtout qu'on a envie de redonner aux gens l'envie d'aimer le lundi et que ce soit pas une tannée hein, parce qu'on travaille quand même pendant plusieurs dizaines d'années. Donc, autant qu'on fasse avec le sourire dès le lundi matin. Excellent. Top. Top, top, top. C'est vrai que souvent, les gens qui aiment ce qu'ils font, généralement, ils vont dire merci, mon Dieu, c'est lundi. Ceux qui détestent ce qu'ils font, ils vont dire oh mon Dieu, hâte d'être à vendredi. Donc, je trouve ça hyper smart en tout cas. Et intéressant comme nom, effectivement, d'entreprise finalement. Ouais, puis ça nous permet de toucher l'international aussi parce qu'aujourd'hui, on a des repreneurs qui sont aux États-Unis. J'en ai pas parlé, on parle en France, mais on a une partie des repreneurs maintenant qui sont à l'étranger aussi. On a rentré quelqu'un qui est à Shanghai, qui fait de la croissance externe aussi. Donc, on a comme ambition de travailler dans le monde entier puisque les levées de fonds se font de toute façon de partout. Par le juridique, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc, Thanks God It's Monday, ça s'adapte à tout le monde aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parfait, parfait, parfait. Redouane qui nous dit merci de partager ce fructueux live pour les gens qui n'ont pas pu être présents avec joie. D'ailleurs, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez regarder le replay qui sera disponible directement à la suite de ce live. Et ensuite, du coup, c'est Chloé, qui dit coucou Alison, super la vidéo, toujours un plaisir de t'écouter. Bonne journée. Chloé, une future repreneuse, super formation, super écosystème. Oui, Chloé est une repreneuse qui fait partie de TJM et d'ailleurs qui me touche beaucoup parce qu'elle est tous les samedis, elle est présente avec ses enfants. Donc c'est pareil, c'est quelqu'un. Moi, je suis toujours très touchée par les femmes qui arrivent à tout allier parce que je suis moi-même dans cette situation-là. Donc franchement, Chloé, je t'envoie plein de force et je suis trop contente de suivre ça aussi avec toi. Et voilà, une des repreneuses qui est là, donc ça me fait plaisir de vous voir sur le live aussi. Excellent. D'ailleurs, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui se dirait bon voilà, aujourd'hui je suis maman, j'aimerais entreprendre, peut-être que j'entreprends, mais je pense justement que la reprise d'entreprise c'est pas peut-être à ma portée parce que j'aurai pas le temps de tout gérer, ça va être compliqué, etc. Moi, je pense qu'en fait, c'est plus largement être entrepreneur et maman. Parce que qu'on la crée de zéro ou qu'on la reprenne, de toute façon, c'est un travail du 7/7, presque 24/24. Enfin, quand on est entrepreneur, ça nous quitte jamais vraiment. Moi, ce que j'aurais juste à dire, c'est qu'il y a beaucoup de pression sociétale autour du fait d'être mère. Il y a beaucoup de mères, d'ailleurs, qui s'oublient après en tant que femme et qui mettent leur carrière de côté. Et d'autres qui strugglent avec les deux, on va dire. Mais moi, je dis juste que en fait, c'est pas parce qu'on a un peu moins de temps. Moi, personnellement, je suis une maman j'ai moins de temps pour mon enfant. Mais d'avoir moins de temps, ça veut pas dire que c'est pas des temps qualitatifs et qu'on peut être une très bonne mère en alliant plusieurs choses. Alors, évidemment, c'est fatigant, éreintant, mais on n'a rien sans rien. Maintenant, quand on est épanoui dans ce qu'on fait, on peut travailler 2 fois plus sans forcément avoir je suis pas au burn-out alors que je travaille certainement beaucoup plus qu'avant et pourtant je suis beaucoup plus heureuse aussi. Et je pense que voilà,
C'est pas parce qu'on devient maman que tout s'arrête. Au contraire, tout commence. Moi, j'ai commencé à être entrepreneur quand j'étais enceinte de mon fils. Donc, comme quoi, je veux dire, rien n'est incompatible et au contraire, ça nous donne une force, je trouve, de tout affronter, d'avoir une capacité à jongler entre des tâches qui sont complexes et engageantes, mais qui sont un vrai moteur en tout cas. Donc, c'est pas incompatible. Super intéressant ce que tu dis, Alison, parce que au niveau du burn-out, en fait, on se rend pas compte à quel point ce qui est épuisant, c'est aussi l'inadéquation entre ce qu'on fait et qui on est. Et en fait, c'est dans les frictions entre qui on est et ce qu'on fait que vient l'épuisement. Toi, comme tu es très aligné finalement avec tes projets entrepreneuriaux, ben, tu peux sans difficulté absorber de grands volumes de travail voilà, et accomplir un grand effort sans forcément qu'il y ait de burn-out à la fin. Donc, on pense toujours à la partie quantitative du travail quand on pense au burn-out et jamais finalement à la partie qualitative. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, complètement. De toute façon, le désalignement, c'est vraiment une distorsion, comme tu l'as très bien dit, entre ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire et ce qu'on fait réellement. Donc, c'est effectivement quand on aime vraiment ce qu'on fait, on n'a pas l'impression Enfin, je veux dire, par exemple, avant, je travaillais beaucoup moins en termes d'heures, mais j'étais tellement désalignée entre ce que je voulais faire et ce que je faisais que c'était une vraie souffrance qu'aujourd'hui, pas du tout. Parce que justement, je suis très alignée entre ce que j'ai envie d'être et le chemin sur lequel je suis. Mais ça, c'est quelque chose qui demande une sortie de zone de confort qui est importante, qui demande du courage, de l'audace, forcément. Moi, j'ai mis très longtemps à faire le pas vers l'entrepreneuriat. J'ai eu très peur pendant longtemps. Et finalement, après, quand on fait le premier pas, tout est exponentiel aussi. Hein, les portes s'ouvrent petit à petit. Et je pense qu'il faut faire ce grand saut-là pour voir aussi ce qui nous attend derrière. Et je pense qu'on souffre plus dans notre esprit que dans la réalité aussi, dans nos projections. Donc, bon, ça, c'est encore d'autres sujets de développement personnel, mais c'est intéressant de le partager. Oui, tout à fait. Au niveau de nos représentations, qu'est-ce que tu en penses, Aurélie? Ça doit te parler, ça aussi. Ouais, ça me parle complètement. Et dans tous les cas, moi, je pars du principe que voilà, là où il y a de la volonté, il y a toujours un chemin, tu vois. Dans la vie, c'est simple, c'est soit tu trouves des excuses, soit tu trouves des solutions. Et si tu as vraiment envie de faire quelque chose, tu trouveras des solutions, tu vois. Et ce qui est bien également, c'est que part du principe déjà qu'en tant que femme, déjà, on est naturellement programmé à faire plusieurs choses. D'accord? Et déjà, ça, pour moi, c'est une grosse valeur ajoutée parce que je peux te garantir que des fois, les hommes, ils ont plein de qualités, mais faire du multitasking, des fois, c'est un peu plus complexe, tu vois. Il faut, des fois, voilà, se concentrer sur un truc à la fois. Donc, naturellement, on est prédisposé, en fait, à gérer plein de choses. Et ce qui est bien également, c'est que, tu vois, quand tu deviens maman, c'est que tu as également un why, tu vois. Tu te dis concrètement, moi, aujourd'hui, je suis maman de 2 enfants. Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir, en fait, à mes enfants? Qu'est-ce que j'ai envie de leur léguer? Quel héritage j'ai envie de leur laisser, tu vois? C'est pas juste pour moi que j'ai envie de faire les choses, c'est également pour, justement, cette transmission. Et donc, ça donne également un feu sacré encore plus puissant pour, justement, remonter les manches et y aller, quoi. Passer à l'action. Ça veut pas dire que c'est facile, mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Et je finirai juste par dire ces mots, notamment de Michelle Obama, que j'aime beaucoup, qui dit qu'il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes. Vraiment, il faut l'intégrer et il faut y aller. On a les mêmes rêves, j'adore. Et tu as complètement raison, quand on est maman même, ou papa ailleurs, hein, mais en entre femmes, on peut parler de ça aussi. En tout cas, pas dans le chat, hein, pardon, il y a beaucoup d'hommes, mais en tout cas, en tant que speaker ici, quand on a un enfant et qu'on sait qu'on veut forcément le bonheur de son enfant, on peut pas se dire faut qu'il soit heureux quand toi-même tu l'es pas. Donc incarne ce que tu as envie de transmettre, parce que je pense qu'un enfant se calquera sur le comportement que tu as et ce que tu reflètes plutôt que ce que tu dis. Donc je pense que la majorité des gens qui disent faut que tu sois heureux, faut que tu fasses ci, alors que toi-même tu l'incarnes pas. Voilà, il y a quand même. Pour moi, c'était important aussi d'incarner vraiment la femme que je voulais être pour que mon enfant il ait aussi un modèle de quelqu'un qui s'est battu pour avoir ce qu'il a. Et pour rebondir rapidement sur Joël qui dit les bonnes personnes croisées aussi, c'est pareil. On a beaucoup de. Enfin moi, j'en parle souvent autour de moi, mais les bonnes personnes pour les croiser, il faut avoir des opportunités de les croiser. Et c'est pas en restant entre ces 4 murs, c'est pas en se cachant, c'est en prenant avoir le courage et l'audace de se montrer sur les réseaux comme on le fait là, ce qui n'est pas un exercice évident au début. Là, on est tout habitué, mais moi la première fois que j'ai fait ça, c'était très difficile. Pareil, aller dans des masterminds qui coûtent beaucoup d'argent, donc ça veut dire que on se prive aussi d'une certaine chose. Hein. Moi, quand j'ai lancé mon business, j'investissais beaucoup dans les masterminds et pas forcément des formations. J'en ai très peu acheté, mais j'avais besoin de me nourrir des bonnes personnes. Et un jour, quand on s'est provoqué les opportunités, forcément, les bonnes personnes viennent à nous. Mais je veux dire,
Pour, par exemple, avoir rencontré Oussama Ammar, je suis passée par un chemin de croix très long et seule pendant longtemps. Donc, ça s'est très bien passé pour moi, mais ça n'a pas été facile non plus. Donc, les bonnes personnes, on les croise quand on sait provoquer les bonnes opportunités. Exactement. Et les bonnes opportunités ne vont pas venir, tu vois, toquer à ta porte d'elles-mêmes. C'est à toi également de faire ce premier pas-là et d'aller à la rencontre des gens parce qu'il suffit d'une seule rencontre finalement pour changer clairement ta vie, tu vois, et la suite notamment de ton destin. Donc, la balle est dans ton camp. Il y a Angèle qui nous dit il y a des femmes très inspirantes. Et j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit, Oureille. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Regarde, mon appareil est surchauffé. J'hésitais, mais je suis toujours parmi vous en mode radio. Et puis voilà, quoi. Il y a une volonté, il y a un chemin. On va le faire ce live et on sera parmi vous jusqu'au bout. Les filles, est-ce que ça va? Est-ce qu'on continue un petit peu ou est-ce que vous devez filer? Dites-moi. Hein, on a déjà dépassé un petit peu. C'est vrai qu'il y a des questions et des réactions. Mais vous en êtes où, vous pouvez rester encore un petit peu échanger avec les gens ou pas? Moi, j'ai encore 5 minutes devant moi. J'ai un rendez-vous à 15h. Donc, si jamais il y a des questions, c'est maintenant. Et puis, après, je vais filer. Ok. Alison, pareil? Voilà. Bah, vous avez 5 minutes. Vous avez les gens qui nous attendaient là, vous avez une enveloppe de 5 minutes pour poser vos dernières questions, envoyer vos dernières réactions, partager vos derniers témoignages, nous dire si vous avez envie de faire de la reprise d'entreprise, si c'est quelque chose qui vous inspire. Vous avez vu qu'il y a des repreneurs qui se sont, et des repreneuses d'eux d'ailleurs, qui se sont manifestés aujourd'hui pendant ce live. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que ça vous aura ouvert un petit peu l'esprit sur le repreneuriat, qui est une forme d'entrepreneuriat pas à la mode, mais qui, je pense, va émerger fortement hein, quand on voit ce que certains dépensent en budget publicitaire. On comprend que c'est un créneau qui va être amené à se développer fortement. Mais tant mieux, parce que quelque part, ça nous sert également, finalement, indirectement. Donc, c'est bien. Il y a Joël qui nous dit bonne journée. Bonne journée, Joël. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce live. On est ravis que tu étais là. N'hésite pas à prendre rendez-vous, Joël, si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur le repreneuriat, si tu as envie de discuter de tes projets. Ben, on est là, quoi. On est là, on est toute une équipe. Et voilà, on est très content de répondre à toutes les questions. Que vous continuiez avec nous ou pas, hein, c'est même pas vraiment le sujet. L'idée, c'est de faire connaissance et de savoir un peu quels sont les besoins des gens, quoi. Hop. Ah, comment sortir de sa zone de confort? Ouais. Angèle. Si je peux répondre là-dessus, c'est très, très vaste. Pour moi, la zone de confort, c'est pas forcément sortir, c'est l'élargir. Et je pense que ça, c'est quand même une nuance qui est importante à développer, dans le sens où faire quelque chose complètement hors zone de confort, ça va pas forcément te ridiculiser ou te mettre dans vraiment un inconfort qui va te brutaliser dès le départ. Moi, je pense juste qu'il faut tous les jours essayer de faire quelque chose de plus, ce qui n'est pas très compliqué quand on voit le manque de proactivité de certaines personnes ou il y a peu de gens en fait qui se donnent réellement les moyens de réussir. Donc quand on fait tous les jours quelque chose de plus, c'est le 1%, hein. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus qui est super intéressant. Moi, je sais que je me dis tous les jours qu'il y a 3 choses qui vont remplir ma journée et qui vont faire que je vais avancer. C'est faire du sport quasiment tous les jours, c'est avoir des relations qualitatives professionnelles et de me sentir épanouie dans ce que je fais professionnellement. Donc, quand c'est pas le cas, je délègue ou je m'entoure ou autre. Et moi, pour moi, c'est très singulier, mais ces 3 choses-là me font sortir tous les jours de ma zone de confort parce que je monte en compétence dans le niveau pro, dans le sport. Et pour moi, c'est juste vital, mais encore une fois, ça m'appartient. Maintenant, sortir de sa zone de confort, c'est plutôt penser à comment l'élargir. Donc, après, en fonction de ce que tu as envie de faire dans ta vie à implémenter, c'est un peu large, mais voilà, c'est ma réflexion à propos de ce sujet. Excellent. Super intéressant. Moi, j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'injonctions. Certains vous disent sortez de votre zone de confort de manière très brutale comme ça. Donc, injonction à la sortie de la zone de confort. Il y a d'autres, on connaît d'autres influenceurs qui disent élargissez votre zone de confort. Et c'est vrai que c'est assez pertinent aussi. Il y a un livre à succès qui est sorti il y a pas longtemps qui dit restez dans votre zone de confort, vive ma zone de confort. Donc, finalement, comme souvent dans le développement personnel, on entend tout et son contraire.
Et le choix le plus adapté pour vous, Angèle, ou pour toi, on va se tutoyer, c'est certainement celui qui est le plus adapté à toi, qui tu es et ta situation. Il ne faut pas non plus te mettre en stress, en détresse et te mettre martel en tête de vouloir absolument sortir de ta zone de confort. Il faudrait savoir qui tu es et quelle est ta situation pour savoir si finalement tu dois vraiment en sortir, si tu dois l'élargir ou rester dedans et puis approfondir ce que tu connais déjà. Aurélie, tu as un avis là-dessus ? Exactement. Moi, je dirais pourquoi tu as envie de sortir de ta zone de confort. Parce que déjà, pourquoi tu as envie d'élargir, en sortir ou tu vois, y rester. C'est la première chose. Et ensuite, tu peux te demander également qu'est-ce que je ne fais pas aujourd'hui, potentiellement, que si je commençais à faire, justement, me permettrait de passer au niveau supérieur. Et donc, naturellement, ça te permet d'identifier finalement des choses peut-être des fois simples que tu n'oses pas encore faire, que tu pourrais déjà commencer à faire. Qu'est-ce que je ne fais pas aujourd'hui, que si je commençais à faire, justement, me permettrait de passer au niveau supérieur. Alison, tu voulais dire quelque chose? Je t'ai vu réagir. Non, je sais, si quelque chose de pareil, d'Oussama Mar qui me répond tout le temps ça, et il avait bien raison aussi au début, où moi j'étais un peu catapultée dans un projet au début qui me faisait peur parce qu'il était assez grand et que j'y connaissais rien, et il me disait toujours, c'est le mouvement qui crée l'information. Pour ceux qui le suivent, vous le savez, il le dit tout le temps, et il a bien raison. On a trop tendance à mentaliser, à dramatiser, à surréagir dans notre tête, et comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on se torture un peu trop mentalement, et en fait quand on fait les choses on se rend compte que c'est pas si compliqué que ce qu'on pensait. Juste mets-toi en mouvement, même si c'est pas dans le bon sens, ce sera toujours un raccourci que de rester là où tu es à regarder les trains passer, quoi. Excellent, c'est vrai qu'on est souvent coincé dans nos schémas mentaux. Quelle spécialiste pour les 15 membres nous postons comme question? Vous le dites les filles, si on dépasse trop, on coupera sauvagement. Oui, pour répondre rapidement, pour les membres, les consultants qui sont en TGIM, on a tout type de consultants, de la reprise d'entreprise, ça touche à différents secteurs, notamment le marketing, le recrutement, tout ce qui touche à la gestion de trésorerie, le leadership, la culture d'entreprise, des avocats, le droit de la propriété intellectuelle, des auditeurs, des experts comptables. Bref, il faut du monde pour faire de la reprise d'entreprise. Donc, il y a beaucoup de spécialistes, et notamment aussi des gros CEO. On a Luca Lambertini, qui est assez connu aussi, le CEO de Star Wars Service, qui est assez connu sur LinkedIn, qui fait des posts super intéressants d'ailleurs à suivre, qui lui est intervenu samedi dernier, mais sur 2 heures pour parler du remote et de créer une équipe quand on externalise et quand on va à l'international au niveau de sa boîte. Enfin, voilà, il y a plein de sujets et c'est vraiment très, très large, et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de monde. Ouais, je l'ai vu, c'était incroyable, c'était vraiment c'était mindfuck, ça. Retournage de cerveau, c'était génial. Carrément. Ok, alors je regarde vite fait s'il y a une question à laquelle on n'aurait pas répondu. Pour 5 minutes, pouvez-vous nous parler de vos propres projets, si tu veux. Qui veut démarrer peut-être Alors moi, mon projet, c'est de continuer ce que j'ai démarré, donc j'ai pas d'autres projets à courte échéance. Je continue avec TGIM, etc. Alison, projet? Moi, j'ai commencé à investir sur Dubaï, j'aimerais continuer, j'aimerais aller vivre aussi une grande partie de l'année. Pour pouvoir scolariser mon fils là-bas. Et ensuite, TGIM, dans la peau du matin au soir, 7 sur 7. Là, les 2 verticales cet été, TGM Capital, qui est le fonds d'investissement, et TGM Club, qui est le deal club. Et après, TGM Holding, qui va du coup pouvoir accompagner dans le post-rachat qu'on va créer à la fin de l'année. Donc, il y a 4 boîtes en cours. Ça nous occupe déjà très bien. Ok. Aurélie, tu as un projet? Écoute, moi, le projet il est toujours dans la même, on va dire, dynamique, dans la même mission. Continuer d'accompagner notamment les entrepreneurs ambitieux dans le développement de leur business, donc continuer à développer leurs compétences commerciales, parce qu'aujourd'hui, si tu ne vends pas, tu n'as pas de clients, si tu n'as pas de clients, tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'entreprise. Et je pense qu'il y a vraiment déjà beaucoup de choses à faire sur ce point-là, avec un point d'honneur notamment cette année, avec notamment les femmes entrepreneurs, parce que on a de plus en plus de femmes qui se lancent, mais de plus en plus de femmes également qui galèrent à faire décoller leur business. Donc, il y a vraiment pas mal de choses également à faire de ce côté-là. Donc, toujours dans la même mission. Et si toi qui nous écoutes, en tout cas, tu es entrepreneur et que tu sens que tu es bloqué dans le développement commercial, comme d'habitude, je t'invite à me contacter pour qu'on puisse voir ensemble comment passer au niveau supérieur. Aurélie, du coup, tu penseras un petit peu plus souvent à la reprise pour ces femmes? Après, ça, je pense que c'est une décision personnelle. Déjà, moi, je vais prendre l'information pour moi, et puis après, voilà, s'il y en a d'autres qui envisagent en tout cas cette option-là, pourquoi pas, à ce moment-là, les rediriger directement auprès de TGIM.
Alison, tu voulais dire un truc? Ouais, ben merci. Moi, ça me fait trop plaisir de voir des femmes, booster des femmes. Moi, j'adore ça. Franchement, ça me donne beaucoup d'énergie d'entendre ça et ça me fait vraiment plaisir quand on les accompagne dans la reprise ou dans l'entrepreneuriat en général, à cette indépendance que beaucoup cherchent et qui n'arrivent pas à trouver. Et je termine par une anecdote qui est assez folle, mais moi qui ai fait du closing au début pour TGIM, forcément, quand on était peu nombreux, j'ai eu beaucoup de femmes en closing, beaucoup d'hommes en closing. Les hommes ne se posent pas autant de questions que nous. J'ai eu une femme qui avait revendu sa boîte plusieurs millions d'euros, elle avait le syndrome de l'imposteur. Le gars qui était à Bali avec son laptop, qui a jamais fait décoller une start-up, lui par contre, il n'y avait pas de problème. Donc bref, là je caricature un petit peu, mais je n'ai rien contre les hommes en disant ça. Mais s'il vous plaît, s'il y a des femmes qui nous écoutent, franchement, les hommes ne se posent pas autant de questions que nous. Donc je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais en tout cas, ça me fait plaisir de pouvoir booster un petit peu tout ça et d'accompagner beaucoup de femmes à entreprendre parce qu'on est de super entrepreneuses aussi, quoi. C'est clair, la prison, elle est souvent mentale. Hein. On est souvent enfermé dans nos schémas mentaux et dans nos croyances, clairement. Ok, merci pour ce magnifique mot de la fin. Aurélie, tu as un petit mot de la fin? Bah, écoute, le mot de la fin, déjà, merci beaucoup Alison pour tu vois, ce live et on a appris pas mal de choses déjà. Merci vraiment d'initier également, tu vois, ce type d'initiative, notamment pour les personnes qui nous regardent et qui pensent peut-être que, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être pas accessible, mais en réalité, voilà. Je pense que si tu n'explores pas le sujet, tu ne sauras pas si c'est fait pour toi ou pas. Donc, on t'invite vraiment à prendre un appel pour aller plus en profondeur par rapport à ça. Si tu es présent en live ou en replay, c'est qu'a priori, le sujet déjà t'a interpellé, donc c'est déjà super. Et puis ensuite, l'idée, c'est de se faire confiance, tu vois. Et surtout, si t'es une femme, comme disait tout de suite Alison, à un moment donné, il faudra peut-être se poser des questions et tu as déjà tout en toi pour pouvoir notamment réaliser tout ce que tu veux, tu vois. Il faut juste maintenant y aller et puis faire le premier pas. Dans tous les cas, souvent, on attend en fait d'avoir la confiance pour agir. En réalité, la confiance vient de l'action. Donc, plus tu vas te mettre en action, plus tu vas augmenter justement cette fameuse confiance. Et entoure-toi beaucoup. Parce que les groupes, même de femmes et autres, moi qui l'ai fait dans l'immobilier avant, j'ai accompagné les femmes à investir dans l'immobilier, mais c'est la force du groupe aussi. Collectivement, c'est très important de ne pas se sentir seule. Donc je sais que les femmes en général aiment les groupes, et notamment de femmes, mais pas que, hein, parce qu'on est très complémentaires même avec des hommes. On s'apporte des compétences différentes et des prises de risques différentes, mais entourez-vous et voilà, c'était le mot de la fin, je crois. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a un niveau de confiance plus élevé quand il y a des cercles de femmes avec que des femmes. Des fois, on voit les hommes qui râlent, pourquoi des femmes et que des femmes? Mais c'est simplement que les femmes ont des problématiques communes et se comprennent mieux et se sentent plus en sécurité entre elles. Qu'on considère que ce soit justifié ou pas, il s'avère que les cercles de femmes fonctionnent assez bien. Moi, j'aurais un petit mot de la fin aussi personnel, c'est avez-vous pris rendez-vous? Si vous êtes intrigué, si vous êtes intéressé, est-ce que vous avez pris votre petit rendez-vous? Si ce n'est pas fait, ben, je vous invite à le faire dès maintenant. Ciao les filles. Merci beaucoup. Bel après-midi. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci Alison, merci Aurélie et à bientôt pour Your Business Time TV. Ciao.